Corps à corps à corps. Et pour ce corps à corps, on revient sur une date, finalement un anniversaire qui a marqué quand même un tournant de la vie politique française, la dissolution de l'Assemblée nationale, vous savez, décidée tout juste il y a un an par Emmanuel Macron, c'était le 9 juin 2024. Surprise générale, le président annonce sa décision à la télévision quelques heures après la victoire du Rassemblement national, qui récolte quand même 31% des suffrages aux élections européennes. Illico presto, Emmanuel Macron qui espère un choc de clarification, je cite, dégaine et encore, je cite, dégoupille sa grenade dans les jambes des oppositions. Je cite encore, on va voir comment ils s'en sortent. Bon, pas de chance, le RN réussit à se démarquer par une percée historique, il devient en même temps le premier parti de l'opposition. Bon, il n'arrive pas à atteindre la majorité absolue de 289 sièges, donc la dynamique est stoppée par le Front républicain, qu'on pourra appeler le barrage des castors. Jordan Bardella, qui croyait ne sera pas Premier ministre. L'Assemblée nationale est divisée en 3 blocs distincts, donc ingouvernable, qui donne tout de même un petit avantage au Rassemblement national et qui laisse une démocratie minoritaire, comme vous le savez. On a depuis plus trop entendu le Rassemblement national, sauf on l'a entendu lors du moment de faire chuter le gouvernement Barnier en votant la motion de censure de LFI, mais depuis plus trop, jusqu'à l'affaire, vous le savez, du procès et des assistants parlementaires européens. Est-ce que ça a joué ? On peut se poser la question. L'affaire est aujourd'hui en appel et nous, c'est l'occasion pour nous de faire le bilan aujourd'hui. Le bilan d'abord de la politique, tout simplement française, de cette déclaration dernière d'Emmanuel Macron qui dit que sa volonté est qu'il n'y ait pas de nouvelle dissolution, mais son habitude n'est pas de se priver d'un pouvoir constitutionnel, on va l'écouter. Et puis le bilan des oppositions, le bilan du Rassemblement national, tout ça. Tout ça avec nos deux invités, Guilain Benessa et Frédéric Sinclair, mais d'abord, que je vais accueillir dans 30 secondes, mais d'abord, on écoute Emmanuel Macron qui parle de la dissolution, justement, ce 9 juin 2025. Mais alors sur la deuxième question, mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas d'autre dissolution. Mais mon habitude n'est pas de me priver d'un pouvoir constitutionnel, parce que si des formations politiques décidaient d'avoir une approche totalement irresponsable et bloquer le pays, peut-être me retrouverais-je dans une situation... Je dois utiliser la Constitution. Donc, je n'ai pas l'habitude de dire que je n'utiliserai pas la Constitution. Je suis un esprit très simple. Mais mon souhait, c'est de ne pas le faire. Mon souhait, c'est que ce Parlement, qui correspond d'ailleurs à l'état du pays et de ses sensibilités, trouve le chemin d'une action utile pour le pays aux côtés du gouvernement. Mais on a tant à faire. Je veux dire, il faut consolider ce qui a été fait ces dernières années, mais il faut continuer d'avancer sur une écologie à la française qui permet de créer des emplois. Il faut continuer les réformes économiques dans un moment on le voit bien, de grand dérèglement du monde. Il faut continuer notre ambition européenne. On va avoir à investir encore davantage dans notre défense et notre sécurité. Voilà, bon, on a compris, ce qu'il faut continuer. Et pour en parler, je suis très heureuse de recevoir Frédéric Sinclair et Guilain Benessa. Bonjour Frédéric Sinclair. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin, écrivain, politiste, ancien conseiller du Premier ministre Dominique de Villepin et auteur de L'extrême droite expliquée à Marie Chantal aux éditions de la Nouvelle Librairie. Nous sommes également avec Guilain Benessa. Bonjour à vous. Bonjour Clément. Bonjour. Et merci d'être avec nous, avocat, docteur en droit, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple, édition L'Artilleur. On marche à la tête. La France, l'Union européenne et les mensonges, coécrit avec Guillaume Bigot, toujours chez L'Artilleur. Alors, bon, quel est le bilan et comment réagir à cette dernière annonce d'Emmanuel Macron ? On commence par vous, Guillaume Benessa. Écoutez, bon, alors Emmanuel Macron fait du Emmanuel Macron. Je pense qu'on va arrêter de commenter cela plus longtemps, puisque il ne s'empêche rien, il s'empêche rien, il se garde les cartes de côté, il sait faire ça. Je veux dire, bon, admettons, il fait dans le style qu'il fait depuis dans lequel il opère depuis 8 ans. Donc bon, bref. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est surtout en ce triste anniversaire de l'année écoulée depuis la dissolution, c'est quand même, on a eu, vous l'avez dit Clémence et vous avez raison, une décision qui était quand même une décision inédite, historique, ou inédite presque, pas tout à fait, mais historique en tout cas, qui était de dissoudre. Et en réalité, la dissolution, et je veux dire, ça fait un an que je le répète, il faut le répéter, il faut le redire, il faut le comprendre. La seule solution, c'était la démission d'Emmanuel Macron, qui est la seule décision qui soit à la fois constitutionnellement claire, historiquement fondée, juridiquement approuvable et comment dire et populairement acceptable. Rien n'a été fait, et si vous voulez, il a sorti la carte de la dissolution, il n'a jamais tiré les conséquences et résultat des courses, un an plus tard,
Nous vivons un marasme, une sorte d'immobilisme. Ce qui est terrifiant, et je le dis tout de suite, et je pense qu'il faut le marteler, ce qui est terrifiant, c'est qu'Emmanuel Macron est maintenant loin de partir. Il a d'ailleurs, comme je le craignais à l'époque, on en parlait à votre antenne, Clémence, Oui. je le craignais, c'est que finalement personne ne le pousse à bouger. Et depuis un an, en jouant cette stratégie de l'immobilisme, cette stratégie de la tortue, qui répond d'ailleurs à celle des castors, en quelque sorte, il est une tortue bien en place. Il conserve les cartes par devers lui et il est très très loin d'avoir quitté la scène, alors même que son bilan est désastreux, alors même que globalement les frustrations s'accumulent, alors même on le sent qu'il y a une espèce de colère sourde qui s'est répandue. Rien ne bougera, à mon avis, jusqu'en 2027. La tortue Macron, un peu machiavélique, a eu la peau des castors, de leurs affidés, des alliances, des partis, etc., dans un chaos tranquille. Emmanuel Macron, c'est l'homme du chaos tranquille. En même temps, c'est une destruction lente qui devient presque invisible à force que le poison se répande avec cette espèce de stratégie du verbe qu'il a depuis très longtemps. Mais alors pourquoi une tortue particulièrement? Ah bah, parce qu'en fait, vous savez, Emmanuel Macron, faut le dire, on glose depuis 8 ans sur ce qu'est le en même temps. En fait, c'est très simple. Je le dis depuis longtemps, Emmanuel Macron, il ensevelit les gens, il ensevelit son peuple sous le flot de paroles. Donc il dit effectivement tout en même temps, sans stratégie claire, avec une espèce d'armature lâche et souple, c'est l'homme de la liquidité. Et quand je dis tortue, c'est que finalement rien ne bouge, il va à 2 à l'heure. Vous voyez, il a une seule obsession, c'est d'arriver à la ligne, sur la ligne finale, c'est-à-dire 2027, de finir son mandat. Et je vous rappelle qu'il y a un mois à peu près maintenant, j'ai oublié les dates exactes, mais lors de son espèce comment dire, de 3 heures de bilan où il a été assez peu, à part Robert Ménard, qu'il avait un petit peu secoué, les 3 heures de bilan qu'il avait fait à la télé il y a peu de temps, vous vous rappelez que ça s'était conclu par un épilogue un peu invraisemblable, c'est qu'il n'exclut pas de revenir en 2032. Ouais. Ça veut dire qu'après 8 ans d'échec, après une dissolution calamiteuse, après globalement une politique, je veux dire, que plus personne ne souhaite voir mener, avec un extrême centre qui ne rime à rien, un bloc central qui est en déshérence, un macronisme qu'on a été infoutu de définir, des partis en lambeaux, une France complètement qui part, je veux dire, qui est dans l'impasse, un parlement ingouvernable. Bref, il a tout raté. Faut le dire, il a tout raté. Malgré cela, il nous dit benoîtement, je n'exclus pas de revenir en 2032. Et vous voyez, cette agonie tranquille dans laquelle il a plongé le pays ne l'empêche pas de s'envisager un avenir. C'est fascinant même de comprendre que l'échec n'empêche en rien Emmanuel Macron de croire qu'il a encore un destin quelque part. Vous savez, d'une certaine manière, je ne dis pas que je l'admire, hein, c'est épouvantable, hein, mais dans le genre... Oui, dans là, le genre vous m'inquiéterez. Oui. Non, évidemment, mais récemment chez vous, j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires à mon encontre en disant arrêtez de dire qu'il a tout réussi, vous vous rendez compte. Mais c'est pas ce que je disais à l'époque, c'est j'essayais de dire que dans ce cirque invraisemblable, le seul fait qu'il soit encore là, qu'il tire les cartes et qu'il ne se refuse rien, vous voyez, qu'il ne se refuse rien, c'est déjà une victoire que je trouve tellement invraisemblable, tellement illégitime, que quelque part, il a réussi son coup. Je suis obligé de le reconnaître. Oui, non, mais on a compris. Enfin, j'espère que les gens comprennent quand même que vous n'admirez pas Emmanuel Macron en soi. Pas vraiment. Je pense que vous l'avez saisi. Oui, a priori, on l'a un peu saisi depuis le temps qu'on vous connaît, Guillaume Benessa. Frédéric Sinclair, commençons par le bilan de cette année, après une post-dissolution, et ensuite l'annonce d'Emmanuel Macron sur une possible potentielle ouverture à une nouvelle dissolution. Il ne s'en empêche pas parce qu'il est quelqu'un de simple. Hein. Il ne s'empêche pas d'utiliser les outils qui lui sont offerts. Le moment de la dissolution, l'année dernière, est à mon avis un moment opportun. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, à cause de son narcissisme et, à mon avis, de son opportunisme assez fragile, c'est-à-dire que, comme le disait Guillain, en réalité, il s'autorise à peu près tout et il rate à peu près tout. Et donc, en raison de ces deux choses-là, il pense qu'il peut tirer un bénéfice d'une dissolution rapide et d'une recomposition de son socle central face à la poussée RN, c'est-à-dire il fait le pari de ce qui s'est passé, hein, d'un front républicain qui renverserait la poussée du Rassemblement national aux élections européennes et donc d'une reconstitution à neuf
d'une majorité qui lui permettrait de terminer ces 2 années dans de bonnes conditions. Il se trouve simplement que ça s'est pas passé comme il l'avait entendu, c'est-à-dire que pour une raison qui m'échappe, la caste politico-médiatique, l'oligarchie qui tient les rênes bourgeoises, hein, j'entends, qui tient les rênes du pouvoir depuis 40 ans, ignore la gronde de ce qu'on appelle l'extrême gauche, qui est en réalité une gauche radicale. On va ranger tout sous le sigle NFP, mais c'est un tout petit peu plus complexe. Et en réalité, ils n'ont pas pensé que le PS pourrait ressurgir pendant ces élections-là. Ils n'ont pas pensé qu'un Jean-Luc Mélenchon, sur lequel ils tapent de manière violente et répétée depuis le 7 octobre 2023, et le pogrom en Israël, depuis cette époque-là, ils ont dit il est effondré, il est cuit, c'est fini, Jean-Luc Mélenchon n'apparaîtra plus, et ils se rendent pas compte à ce moment-là que ce front républicain va profiter au-delà de ce qu'ils anticipaient à la gauche radicale, et donc que ça va tripartitionner l'Assemblée nationale et la rendre ingouvernable. La mécanique, j'allais dire, politicienne d'Emmanuel Macron se grippe à ce moment-là. C'est parce qu'il n'est pas capable de lire correctement, il n'est pas capable d'accéder au pouvoir, c'est-à-dire de prendre le pouvoir. On est dans une période d'élection à ce moment-là, hein, de prendre le pouvoir parlementaire et de le ramener à lui. Il a, pour citer un de ses proches, il montre sa faiblesse en matière d'exécution du pouvoir et d'acquisition du pouvoir à ce moment-là. On a un Emmanuel Macron qui est démonétisé complètement. Guilain Bédessa l'a dit. Il aurait fallu à ce moment-là qu'il en tire les conséquences et qu'il démissionne. Son narcissisme, bien évidemment, lui interdit. Il y a une deuxième chose qui lui interdit de démissionner, et c'est pour ça qu'il restera jusqu'en 2027 et qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour influencer l'élection présidentielle de 2027, c'est qu'il ne veut pas donner les clés du pays au Rassemblement national. C'est sa hantise. C'est vraiment sa hantise ou c'est juste un épouvantail utile ? Alors, bien évidemment que c'est un épouvantail utile. Alors, en vérité, c'est pas seulement un épouvantail utile à Emmanuel Macron, c'est un épouvantail utile depuis les années Mitterrand. Oui, bien sûr, on connaît le piège mitterrandien. D'accord, donc, c'est-à-dire, et on pourra en dire deux mots, cet épouvantail utile, en réalité, il a perverti le principe démocratique. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette dissolution ? On a un premier tour de l'élection présidentielle de l'élection législative qui est sur le modèle des européennes. Au moment de la dissolution, le premier tour est très profitable au Rassemblement national, au point que les projections des sondeurs disent ils vont avoir une majorité absolue, les 289 sièges, non seulement, mais ils vont les avoir, mais avec alliés, ils vont probablement dépasser les 300-310 sièges. On a même des projections, si je me rappelle bien, à 325. Donc, ce qui est quand même énorme. Ça fait une majorité très confortable pour gouverner pour le Rassemblement national. À ce moment-là, on pervertit le principe de l'élection. Le principe de l'élection, c'est quoi ? C'est de dire à chaque Français, vous allez réfléchir à la personne que vous voulez voir gouverner, c'est-à-dire exercer le pouvoir. Vous allez voter pour celui qui, à votre avis, exercera le mieux le pouvoir. On a dit aux Français, vous faites plus ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est protéger la République, protéger la démocratie. Il y a une menace, c'est le Rassemblement national et ses alliés. Vous ne devez plus réfléchir en termes d'exercice du pouvoir, vous devez uniquement réfléchir en termes de blocage du Rassemblement national, il faut annihiler la menace. Donc, peu importe qui se présente, que ça soit LFI, que ça soit le PS, que ça soit n'importe quel candidat communiste ou autre, que ça soit un macroniste si vous êtes de gauche, que ça soit un responsable politique de gauche si vous êtes macroniste, peu importe, vous oubliez les étiquettes, vous oubliez l'exercice du pouvoir, vous oubliez ce à quoi va ressembler la prochaine majorité ou le prochain Parlement, vous ne votez que pour bloquer le Rassemblement national. C'est une perversion du principe démocratique. À partir du moment où on pervertit le principe démocratique, on ne peut pas s'attendre à ce que l'Assemblée élue soit capable de gouverner. Et de facto, elle ne l'est pas. Et donc, en fin de compte, on se rend compte que Emmanuel Macron, depuis un an, eh bien, il est prisonnier d'une majorité très, très relative, qui n'a plus les moyens, même avec l'alliance LR, même avec l'allant, j'allais dire, d'un Bruno Retailleau ou d'un Gérald Darmanin qui se sont tout d'un coup dit qu'ils avaient une opportunité politique dans ces gouvernements faibles d'exercer un pouvoir médiatique fort, eh bien, malgré ça, ils n'arrivent pas à redresser la situation et
Emmanuel Macron est démonétisé. On a, et j'en terminerai par là, un moment que j'ai trouvé extrêmement savoureux à l'été 2023. Vous savez, c'est le moment où le délinquant Naël Oui, a été stoppé par les forces de police. On en parle d'ailleurs en ce moment à cause de oui, ce procès indigne. oui. À ce Les moment-là, émeutes, oui. oui, au moment des émeutes. À ce moment-là, Emmanuel Macron, comme à chaque fois, est complètement dépassé par les événements. Il n'arrive pas à gérer l'ordinaire. Alors, vous imaginez bien que l'extraordinaire lui échappe complètement des mains. Donc, il est dépassé complètement. Il part au moment où l'affaire se termine à la lanterne. Et à ce moment-là, Mathilde Siraud, qui est journaliste au Point, fait un papier sur lui, au même moment où Nicolas Bavray fait une chronique. Nicolas Bavray est globalement l'intellectuel incarnant le social-libéralisme à la française. Oui. C'est-à-dire qu'il est normalement la caution intellectuelle d'un Emmanuel Macron. D'ailleurs, il le dit lui-même dans l'article qu'il a voté 2 fois Emmanuel Macron et il l'assassine. Il l'assassine en expliquant que c'est un nul absolu. Et dans le même numéro du Point, dans l'article de Mathilde Siraud, on a une phrase, un off d'un proche d'Emmanuel Macron, ce qu'on appelle, vous savez, du premier cercle. On ne peut pas donner le nom parce que sinon on le grille définitivement. Et celui-là dit, on est en train de se rendre compte que le bonhomme est probablement pas à la hauteur du job. Et je le cite quasiment in extenso. On est en train de se rendre compte que le bonhomme n'est probablement pas à la hauteur du job. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens du premier cercle ne se font absolument aucune illusion quant à la capacité d'Emmanuel Macron à occuper cette fonction. Et qu'est-ce qui fait qu'ils s'autorisent tout ça? Simplement la puissance de la fonction présidentielle. Et là, les Français devraient se rendre compte de ce que ça signifie d'avoir une fonction présidentielle aussi puissante et d'y mettre à peu près n'importe qui. Je veux dire, cette élection présidentielle, c'est plus que qui va sauver le pays. C'est aussi regarder comment on peut détruire le pays en ayant des outils aussi puissants. Et quand on va mettre son bulletin dans l'urne, on devrait penser aux deux choses. Voilà. Effectivement, qu'est-ce qui se passe si on a un bon bonhomme et quelle va être la capacité de cet homme, pourvu de ses pouvoirs exceptionnels, de sauver le pays. Mais si on se trompe et qu'on en met un mauvais, regardez ce qu'il est capable de faire. Frédéric Sinclair, d'ailleurs, et même question pour Guillaume Benessa. C'est intéressant, on interroge la fonction présidentielle française, évidemment, puisqu'en plus on est dans cet anniversaire de dissolution. Mais donc, puisque c'est l'anniversaire de dissolution, on peut aussi interroger le vote qui a eu lieu après cette dissolution, et donc le fait que les Français aient suivi le barrage des castors. Parce qu'on leur a dit de le faire, ils auraient pu ne pas le faire. Et ça, c'est aussi quelque chose à interroger. Et puis, encore une autre interrogation, c'est malgré tout, le score du Rassemblement national était important. Ils auraient pu faire des choses. Et comme je le signalais en introduction, ils ont été quand même très, très, très absents depuis cette année de dissolution. Et là, on se demande, de nouveaux votes. Et là, on se demande finalement, personne n'est à son poste finalement. Vous le dites, le président de la République n'est pas à son poste, mais les Français ne votent pas comme ils devraient ou ne réfléchissent pas forcément comme ils le devraient, et les partis d'opposition ne jouent plus l'opposition. Et on revient sur cette idée de le Rassemblement national épouvantail. Le Rassemblement national est peut-être l'épouvantail utile, mais lui-même trouve ça très pratique de danser cette valse avec Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ils sont, on ne sait pas qui utilise l'autre, mais alors qu'ils se lissent l'un l'autre et qu'ils sont finalement de plus en plus proches, on ne voit plus qui est vraiment, utilise vraiment l'autre. On peut se poser la question, Guillaume Benessa. Et parce que je suis d'accord avec vous, Clémence, il y a un brouillage. La confusion est globale parce qu'en fait, le président ne préside plus et le Parlement est dans un état de confusion et d'illisibilité qui est totale. C'est-à-dire, personne n'a le pouvoir, on ne sait pas comment ça se passe, chaque projet de loi est un problème, tout le monde hurle, les personnes ne tranchent. Donc évidemment, on a tout sauf une 5e République qui fonctionne. Ce qui veut dire que tout le monde est perdant, en quelque sorte. Mais attention, attention. Et là, je pense qu'il y a un danger qui nous guette, qui est bien pire qu'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron n'est qu'un symptôme. Malheureusement, j'aimerais qu'il soit la fin d'un parcours, mais il ne l'est absolument pas. Mais il est juste le visage rajeuni, poupin et quelque part un peu inquiétant de destruction d'un long parcours. Il faut bien comprendre que, oui, Frédéric Sinclair a raison, l'élection présidentielle cristallise tout. On a le choix. Vous mettez De Gaulle, vous avez un grand président. Vous mettez Macron, vous avez les ruines. Donc effectivement, les conséquences sont majeures. Mais
Depuis un an, la France vit au rythme d'une espèce de parlementarisation déguisée qui ne dit pas vraiment son nom, et je rappelle que depuis un an, nombre se réjouissent de la parlementarisation. Dès que les législatives ont accouché de cette espèce d'attelage invraisemblable, avec un NFP vampirisé par Jean-Luc Mélenchon, un bloc central quasi illisible et dont le patron s'appelle plus ou moins Gabriel Attal. Gabriel Attal, qui, je rappelle, depuis quelques jours, est devenu désormais le chef l'affidé ou le fan de Star Wars qui joue avec ses figurines dans son bureau. Je renvoie à la récente vidéo honteuse et indigne que nous avons eue de Gabriel Attal, qui s'est mis en scène avec ses figurines. Nous avons à droite un RN qui est totalement dans les cordes en raison, honnêtement, de l'élimination de Marine Le Pen, en tout cas à ce stade, de l'élection présidentielle, vu l'intervention des juges. Ce qui veut dire qu'on a à la fois un président qui ne peut plus vraiment trancher, qui laisse le pouvoir du côté du Parlement, mais un Parlement qui lui-même ne ressemble plus à rien, puisqu'il n'y a plus de majorité et que nous vivons une sorte d'ingouvernabilité complète, de chambre ingouvernable, etc., etc. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes en train de basculer dans une 4e République en pire. Je ne suis pas franchement un fan de la 4e du tout, mais vous savez, j'essaye vaguement de travailler ce que devraient faire certains de nos gouvernements, c'est-à-dire avoir un retour en arrière. Je suis en train de me taper les mémoires de Michel Debré. Michel Debré, évidemment, le grand ministre du général de Gaulle, rédacteur de nos institutions. Et quand vous lisez les mémoires de Michel Debré, vous apercevez que son regard sur la 4e République, lui qui l'a traversé dans l'opposition avec les gaullistes, est un regard dont je ne plaisante pas, Clémence, on pourrait prendre des passages entiers du bouquin et les appliquer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il voit une France ingouvernable, des élites corrompues, des lobbies à tous les étages, des ministres qui ne ressemblent à rien, des gouvernements qui tombent parce qu'à l'époque, ils étaient censurés, ce qu'ils ne sont plus vraiment aujourd'hui, même s'ils tiennent à peine ou sur un fil, etc., etc. Pourquoi je dis ça? Parce que Emmanuel Macron ne nous entraîne pas vers une parlementarisation du régime, qui est déjà un petit peu là. Emmanuel Macron prépare la fin, la terminaison de notre régime. Or, la terminaison, ce serait quoi? Ce serait une parlementarisation qui conduirait à une 6e République. Certains commencent à y songer depuis un an. Or, la 6e, ça rimerait avec quoi? Ça rimerait avec un Parlement tout-puissant, une Europe inscrite définitivement dans nos gènes et le gouvernement des juges totalement acquis. Je dis ça pour une raison toute simple. C'est pour ça que je me méfie de l'orientation que c'est en train de prendre. Depuis les années 50, les hommes politiques, et je pèse mes mots, hormis les gaullistes, on va dire la droite nationale en partie et une petite partie de la gauche aussi d'ailleurs, n'a qu'une envie, c'est de détruire le legs du général de Gaulle avec 2 choses en ligne de mire, flinguer l'élection présidentielle et détruire le référendum. Le référendum est déjà détruit depuis des décennies, ce qui fait que on a récemment fêté les 20 ans de 2005, avec l'arrivée du traité de Lisbonne derrière, le 29 mai 2005, le dernier référendum. Or, depuis 20 ans, globalement, on a mis en place les conditions d'une démocratie participative, histoire de consulter les Français pour savoir s'ils veulent plus de vélos dans les rues, s'ils sont d'accord s'ils sont OK pour la paix et contre la guerre, et s'ils rêvent demain d'une planète plus propre. Bref, ce qu'on appelle tout sauf tranché, vous voyez ? Et à côté de ça, la petite musique de la fin de l'élection présidentielle est en train de venir. Les gens critiquent globalement la concentration des pouvoirs, l'homme à l'Élysée, la médiocrité d'Emmanuel Macron, en oubliant que ce n'est pas parce qu'il entache la présidence, ce qu'il fait, que pour autant la présidence ne vaut rien. C'est un homme qui est responsable, pas la fonction. Et vous mettez n'importe quel médiocre dans n'importe quelle fonction, même dans l'entreprise, une entreprise fait faillite, comme la France est en train de faire faillite. Donc, ce qu'il faut faire absolument, c'est séparer le bon grain de l'ivraie. Depuis un an, Emmanuel Macron est en train de nous amener vers la destruction. La seule façon de sortir ou d'éviter la destruction, c'est de se prendre en main. Il y a des solutions, il y a des possibilités, mais là, je suis d'accord avec vous, Clémence, malheureusement, c'est que la première des solutions, c'est de voter correctement. C'est-à-dire, c'est de voter correctement. Alors, il n'y a pas de... Je n'exhorte pas les Français à voter pour un camp. D'ailleurs, j'ai jamais fait ça, je ne le ferai jamais. J'ai pas de carte et c'est pas de demain que j'en prendrai une. Mais simplement de se rappeler que la liberté, que le choix est libre, qu'il y a une possibilité de s'informer, que globalement, après des longues traversées du désert, il y a parfois de la lumière et qu'en 2027, tout se jouera. À la limite, j'ai envie de vous dire, n'importe quelle alternance hormis le bloc central est favorable, dans la mesure où, en tout cas, il existera encore une alternance, donc une perspective démocratique. Toutes les chimères
toutes les chimères d'une rédaction institutionnelle, d'un changement de régime, d'une autre constitution aboutira, j'en suis persuadé, à l'enregistrement de la mainmise totale de l'Union européenne, à la bascule totale d'une mise sous tutelle indirecte ou implicite, et à la victoire des médiocres qui rêvent depuis 70 ans d'en revenir à la 4e République, qui veut dire la confiscation des pouvoirs, la parlementarisation du régime, les petites combinaisons et la mort de la démocratie. C'est ça qu'on avait avant, et c'est ça qu'on aura après, si jamais on laisse Macron nous entraîner vers la fin. Juste un mot également, Guillaume Benessa, sur l'opposition qui est aux abonnés absents également, dont le Rassemblement national qui danse cette valse avec la Macronie et Emmanuel Macron en particulier. Mais oui, alors, le problème du RN, il est simple. Le RN est en train de vivre une survie, s'il y en a encore une, en tout cas une existence, sous le coup des juges. Tout va dépendre d'un arrêt de la Cour d'appel. Et encore, parce que je vous l'ai déjà dit, je crois, on en parlait à votre antenne, je pense que de toute façon, le calendrier judiciaire est tel qu'organiser en catastrophe dans les sprints finales, potentiellement un remplacement de Marine Le Pen ou des meetings dans ce genre de conditions, c'est absolument invraisemblable. On va se retrouver dans une panade, pour le RN, je veux dire, on va se retrouver dans une panade invraisemblable. C'est un peu ce que fait déjà Jordan Bardella, non? Oui, c'est un peu ce que fait Jordan Bardella. Jordan Bardella, un trentenaire qui est supposé aujourd'hui être le seul héros que se trouve le RN pour gagner les élections présidentielles. Ouais. On est quand même dans un vrai, je veux dire, dans une panade. Maintenant, je suis désolé, peut-être je vous paraître aujourd'hui optimiste. Vous savez, des fois, je suis tragique, j'essaye de pas toujours l'être. Sur le fond, regardez, je ne dis pas que je connais pas le personnage. Regardez ce que fait Juan Branco. Il est en train de fédérer autour de lui, il essaye quelque chose en prévision de la présidentielle. Regardez ce que tentent de faire des souverainistes de droite, de gauche, de partout et d'ailleurs. Ils essayent de se fédérer. Si on dépassait, si les partis dépassaient, si les personnalités dépassaient les petites médiocrités de leur couloir, arrêtez de penser uniquement par le jeu, vous voyez, je veux dire, des petites phrases, des espèces de règlements de compte de boutique. Je suis sûr qu'il y aurait un chemin. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde est polarisé par l'idée de rester dans son petit jardin à ne jamais inviter le voisin d'à côté. S'il y avait quelque chose à faire de ce point de vue-là, je suis sûr, regardez, je suis désolé, les stratégies sont possibles, des hommes vont émerger, je pense juste que c'est une question de temps et surtout d'arrêter la petite médiocrité de penser à la France. Je suis désolé d'être aussi simple que ça, mais je veux dire, penser au pays et arrêter de penser aux combinaisons, parce que penser par combinaison, c'est penser exactement selon le logiciel que Macron a mis en place pour favoriser la médiocrité face à lui, favoriser que les oppositions soient contrôlées et garder le pouvoir au maximum. Il a parié sur la médiocrité, pour l'instant ça marche. Non. Je vous rappelle, Guillaume Benessa, que moi je vous propose de vous présenter, ce sera peut-être la meilleure solution. Et ça, c'est autre chose. Allez, Frédéric Sinclair. Alors, de l'argent et des sponsors, Clémence. Oui. Ça ne se fait pas en 5 minutes 30. Voilà. Mais je ne doute pas que vous serez là. Oui, je serai là. C'est déjà pas mal. Alors, Frédéric Sinclair, vous avez entendu Guillaume Benessa. Le changement de régime n'est pas souhaitable. Finalement, ce sera que pour dérouler un peu plus le tapis à cette grosse, on peut appeler ça système bruxellois, francisco, médiocre que nous avons aujourd'hui. Donc, est-ce que vous êtes d'accord déjà sur cette histoire il ne faut pas changer de régime finalement, mais rester là-dedans et retrouver un peu nos fonctions neuronales et bien voter tout simplement. Et puis, je voulais aussi vous poser la question évidemment du Rassemblement national et en général du rôle des oppositions qui est pour le moment assez restreint. Alors, je vais commencer par j'allais dire le Rassemblement national, c'est-à-dire la dimension partisane. La dimension presque picrocolline, la dimension la moins importante finalement, même si le Rassemblement national aujourd'hui a une place inédite dans l'histoire de nos institutions. Donc, pourquoi le Rassemblement national n'y arrive pas? Guillaume Benessa l'a dit, effectivement, là, la question, la problématique judiciaire qui touche Marine Le Pen a effectivement un poids. C'est pas le seul. En fait, le Rassemblement national n'y arrive pas parce que les choses se font sans lui. En fait, il n'est pas moteur de son succès. Il est le seul parti, et Marine Le Pen est probablement la seule responsable politique qui a une rente politique, médiatique. Chaque fois qu'un événement violent touchant l'immigration ou l'insécurité, les fameux 3I,
islam, insécurité, immigration. Donc, chaque fois qu'un événement violent se produit dans notre pays, elle engrange des points, même si elle ne parle pas. Oui, surtout si elle ne Parce parle qu'en pas. fin de compte, oui, il y a une association directe entre maintenant le Rassemblement national recourt sur ces questions régaliennes et le fait médiatique, j'allais dire, et donc à chaque fois, ça lui profite, mais il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que en réalité, il n'y a personne qui va dire le programme du Rassemblement national est disruptif sur ces sujets-là et on va enfin entendre quelque chose où on va se dire oui, voilà. En vérité, on commence à entrer doucement dans une situation où on sait que tous les représentants politiques, tous les candidats qui nous sont présentés aujourd'hui sont déjà dépassés par les événements. C'est-à-dire que quand on les entend parler, ils sont tous à la remorque de l'histoire. On arrive dans des situations, Guilain Benessa mentionnait la période Debré, qui est quand même un des grands participants de la création de la Constitution de la Ve République. On était dans une situation de guerre civile avec l'Algérie. On a connu une situation à peu près équivalente au moment de la Révolution française, où cette révolution en fait s'abîme dans une suite de coups d'État successifs, ce qu'on appelle la période thermidorienne, et où on n'arrive pas à terminer la révolution. Et après la terreur, les choses continuent de s'aggraver et de se déliter. Donc à chaque fois, que ça soit en 1799 ou que ça soit en 1958 avec De Gaulle, c'est un coup d'État qui a mis un terme à l'impuissance démocratique ou au chaos de la guerre civile ou de la révolution, c'est-à-dire il y a une déchéance des institutions en place et une anarchie violente qui prend place dans la société, et pour y mettre un terme, il faut un homme de guerre. Napoléon était un homme de guerre, un général d'armée, et De Gaulle en avait le statut, il était un homme de guerre, aussi colonel, etc. Donc, ce sont à la fois des hommes de guerre et des penseurs du politique. Aujourd'hui, on a abandonné la pensée politique. En fait, on fait de la sociologie politique tout le temps. Sur tous les plateaux, on invite tout un tas de gens éminemment estimables et utiles que sont les sondeurs, etc. On a besoin de sentir le pouls du pays, c'est important, mais on ne peut pas faire que ça. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne fait que ça. On ne pense plus la philosophie politique, on ne pense plus la théorie politique. Donc forcément, face à une crise démocratique d'une telle ampleur, qui n'est pas une crise française, une crise mondiale. L'ordre du monde est en train de basculer. En fait, il a déjà commencé à basculer depuis 2001. Il s'est passé en 2001 deux choses fondamentales. On n'en mentionne toujours qu'une, c'est le 11 septembre. En réalité, effectivement, le bloc islamique se rappelle à nous de façon violente le 11 septembre et ramène en Orient un certain nombre de problématiques. Et donc, le barycentre du monde se déplace vers l'Orient. Mais il se passe une deuxième chose en décembre. C'est la Chine qui rentre dans l'OMC. La Chine qui devient un acteur économique mondial. Et là, vous avez les deux mécanismes majeurs qui vont structurer la vie du monde entier pendant ces 2 décennies que nous avons traversées depuis 2001. C'est le transfert des ressources financières, économiques et commerciales à l'Extrême-Orient et le transfert du pouvoir politique dans ce qu'on appelle aujourd'hui les autocraties, c'est-à-dire vous avez des régimes extrêmement forts, extrêmement violents, extrêmement brutaux qui réussissent mieux que nous. Nos démocraties sont fragilisées, elles n'ont plus la capacité de donner le là et d'imposer à l'ensemble de la planète un modèle. Le modèle européen n'existe plus et même le modèle américain, même avec un Trump à la tête du pays, n'arrive plus à imprimer sa marque sur l'ensemble du globe. Il est rejeté, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe à Los Angeles, il est rejeté au sein de son propre pays, c'est-à-dire qu'il y a une fracture au sein de l'Occident sur les modes de gouvernance, sur les modes de création de la richesse. On ne parvient pas fabriquer du consensus. Dans un cadre comme celui-là, il ne faut pas s'étonner qu'on n'arrive pas en France, par une manière démocratique, à trouver une solution à nos problèmes. C'est évident. Notre démocratie suppose une forme de maturité. C'est un jour, en discutant dans un café avec la philosophe du politique Chantal Delsol, me disait on manque de maturité démocratique. Et effectivement, quand je dis on, ce n'est pas nos élites seulement. C'est le peuple français tout entier. Dans son ensemble, on a tendance à glorifier le peuple constamment, mais à un moment, il faut qu'on se regarde tous dans la glace, qu'on se dise, oui, effectivement, on a tous nos faiblesses et collectivement, nous ne parvenons pas à trouver une solution démocratique aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et donc, dans ce cadre-là, le Rassemblement national est un
un parti un tout petit peu particulier. Il a été diabolisé, et il l'est toujours, on l'a vu, c'est comme ça, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est comme ça que l'Assemblée ingouvernable s'est fabriquée. On a dit aux Français une seule chose, le Rassemblement national, c'est l'extrême droite, et l'extrême droite, c'est dangereux. Vous imaginez une seule chose, un argument. Les Français n'ont pas été foutus de le renverser, cet argument. Ça, c'est quand même terrifiant. Alors, quand je dis les Français, bien évidemment, pas tous les Français, mais une partie suffisante des Français pour qu'on arrive dans cette situation catastrophique. Un argument. Donc, il y a une responsabilité collective. Ensuite, il y a quand même une responsabilité des dirigeants du Rassemblement national. Oui. Ils n'ont toujours pas compris que cet argument d'extrême droite, il faut passer son temps à le déconstruire. Ils nous disent, on n'est pas d'extrême droite. Mais moi, je suis un intellectuel d'extrême droite et je l'assume. Mais je suis capable d'expliquer pourquoi je le suis et pourquoi les autres ne le sont pas. C'est vrai que le Rassemblement national n'est pas d'extrême droite. Mais est-ce qu'ils sont capables de théoriser le fait qu'il ne le soit pas? Non. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous leur parlez de théorie politique, vous dites ça ne sert à rien. De toute façon, on prendra le pouvoir. Ouais, à la manière lente. On parlait de tortue tout à l'heure, Guilain. Eh ben c'est ça, à la manière lente de la tortue. Ils avancent petit à petit et pendant ce temps-là, le pays se délite. Quelle garantie si Marine Le Pen finalement est absoute par le pouvoir judiciaire en appel? Quelle garantie qu'elle l'emportera la prochaine fois? Qu'il n'y aura pas la même mascarade? Que réellement il y aura aucune garantie. Donc la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'ils ne sont pas force de proposition, comme je le disais au début, et surtout qu'ils n'ont pas compris, et là c'est l'ensemble de la classe politique qui devrait le comprendre, ils n'ont pas compris que permettre au Rassemblement national d'accéder au pouvoir, c'est une nécessité de salut public. Je m'explique en 2 mots. Oui. Tant que le Rassemblement national ne prend pas le pouvoir, il bloque le système démocratique. Le Rassemblement national est devenu obèse en termes de voix, en termes d'électeurs. On ne peut plus prendre ces électeurs parce que ces électeurs se cachent derrière aussi un seul argument, on ne l'a jamais essayé. Et donc, il faut lui donner sa chance. Et le système se rebiffe et dit non, 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 surtout pas, on ne lui donnera pas sa chance. Et les électeurs répondent si, on doit lui donner sa chance. Et plus le système s'abîme, plus le Rassemblement national prend de place, mais jamais il n'arrive au pouvoir. Et donc, il bloque le système démocratique. Je vais vous faire une confidence. Vous savez ce qui va se passer quand Marine Le Pen va prendre le pouvoir? Elle va échouer. Vous savez pourquoi elle va échouer? Parce que le système politique, c'est un système perdant-perdant. Tout le monde perd. Le peuple perd ses illusions et les dirigeants perdent le pouvoir. Ils échouent. Mais ils échouent pas sur toute la ligne. Ils fabriquent quand même quelque chose. Ils font avancer le débat. Et derrière, la démocratie, les partis politiques peuvent se recomposer. Aujourd'hui, notre démocratie est bloquée. Elle ne se recompose plus. Pourquoi? Parce qu'on a un parti pléthorique qui ne peut pas accéder au pouvoir. Et ça, c'est un vrai problème. Regardez les démocraties européennes. Partout dans les démocraties européennes, il y a des recompositions. En Hollande, par exemple, c'est les sociodémocrates qui commencent à devenir durs en matière d'immigration et qui s'allient avec la droite et donc qui permettent de débloquer un certain nombre de sujets. Donc, c'est-à-dire que la gauche est un peu moins conne que chez nous et donc elle arrive à sortir un tout petit peu de son immobilisme et de son idéologie. Dans d'autres pays, c'est des partis nationalistes qui arrivent à prendre le pouvoir et qui permettent de donner de l'air. En France, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que, notre système démocratique est complètement sclérosé. Et parce qu'il est sclérosé et que le Rassemblement national est à ce point obèse électoralement, la démocratie est en train de s'effondrer. Donc, soit on arrive à trouver une solution démocratique, soit ce sera l'homme de guerre, au choix. Et vous penchez pour quoi? Et je pense que si on est trop idiot, ça sera l'homme de guerre. Guy Labenessa, un dernier mot? Oui, je suis pas en désaccord avec tout ce qui a été dit, mais peut-être que je suis plus pragmatique, je ne sais pas. Je suis d'accord avec Frédéric Sinclair, on fait plus de théorie politique, donc ça veut dire que la pensée est devenue, je suis d'accord avec lui, d'autant plus actuellement où on fait la sociologie en fait politique tout le temps, on travaille, on commande des échantillons, des endroits, des communes gagnées ou pas par le RN, et ce genre de choses. Maintenant, 2 remarques rapidement, Clémence. Je suis retombé, je suis désolé, je vais faire l'exégèse rapide, mais un discours de De Gaulle en 69 sur, vous savez, un des blocages actuels, où on nous dit on ne peut pas faire de référendum sur l'immigration, on ne peut pas faire de référendum sur n'importe quoi, on peut pas toucher à la Constitution parce qu'il paraît qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc, c'est-à-dire qu'on empêche un président élu de poser la question qui fâche au peuple français sous l'égide du Conseil constitutionnel, le Laurent Fabius de Richard Ferrand qui nous disent on ne peut pas poser la question. Et
69, le général de Gaulle exprime très clairement l'idée. On lui demande, en gros, quelle est la limite de l'article 11 et du référendum, et il dit que le référendum porte, je cite, sur tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Je répète et je souligne, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Or, qu'est-ce qu'une constitution, sinon précisément l'organisation des pouvoirs publics? Ça veut dire que si vous voulez réviser la Constitution sur n'importe quel point, n'importe lequel, hein, vous pouvez le faire par référendum. Ça veut dire que demain, on peut poser aux questions, on peut poser aux Français n'importe quelle question qu'on souhaite voir trancher par référendum. L'article 11 n'est pas limitatif. Ça veut dire, premier point, que vous dites aux Français, demain, moi, président de la République, j'utilise l'article 11, je pose une dizaine de questions, notamment sur la question européenne, la question migratoire, la question sécuritaire, la question de la justice, n'importe quoi, on pourrait le faire. On a décidé, et le « on » est un « on » général, on a décidé de ne plus poser les questions qui fâchent. Oui. Mais on pourrait le faire. Deuxièmement, juste, et j'en finirai avec le RN, je trouve, alors Frédéric Sinclair a raison, ils sont obèses. Il y a une espèce d'obésité bourgeoise, en fait, du RN, qui plus il s'approche du pouvoir, moins il est capable de faire quoi que ce soit. Et évidemment, moins Marine Le Pen parle, plus elle monte. Ce qui veut dire qu'elle a décidé de ne plus, ou presque plus rien dire. Maintenant, je pense plutôt, vous savez, très clairement que, en fait, si vous faites un tout petit peu d'histoire politique de l'histoire de la Ve République, de comment est-ce qu'on en est arrivé en 2025, presque personne n'a jamais pensé contre. À part les gaullistes qui n'ont jamais été proches de l'extrême droite, ou on va dire même de la droite, à part une petite frange, on va dire, de nationaux, en réalité, le paysage politique a toujours pensé pour le système et contre les Français. Personne n'a jamais vraiment voulu la démocratie directe. Personne n'a jamais vraiment voulu le modèle démocratique de la Ve République. Ce modèle-là a duré une dizaine d'années parce qu'après, il a été trahi. Trahi par le centre, trahi par la gauche, trahi par la droite, trahi par les Chiraciens, par les Hollandistes, par les Macronistes, etc. Personne n'est revenu à la fusion historique de la démocratie directe et du fait de décider de trancher. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous arriver? Frédéric Sinclair disait un homme de guerre. Ah, vous savez, c'est très simple. Si l'homme de guerre, c'est Bonaparte ou le général de Gaulle, ça me va très bien. Si l'homme de guerre, c'est un petit médiocre, je veux dire, façon Giraud, vous savez, le mauvais militaire un peu médiocre que les Américains voulaient mettre en place à la place de Gaulle, ça me gênerait un peu beaucoup plus. On va dire ça comme ça. Oui, donc, oui. Je ne vois pas en l'état de général de Gaulle, mais par contre, je pense que la résistance française est une pensée qui existe toujours. Et je pense que demain, on peut avoir cette pensée de la résistance avec quelqu'un d'autre qu'un homme de guerre. Pour une simple et bonne raison, je pense qu'il n'y a non pas un miracle européen, mais un miracle français qui a existé. Je ne vois pas pourquoi il aurait disparu aujourd'hui, quand bien même il est quelque peu dans les décombres. Je ne vois pas qu'est-ce qui permettrait demain que ce miracle survive avec un homme de guerre peut-être. En tout cas, je pense, un homme charismatique. Et je pense aussi, mais ça c'est une autre piste, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais je pense aussi que la grande question, c'est de sortir de la grisaille des petits hommes et d'accepter désormais le retour du charisme. Je pense d'ailleurs ça, on le voit aussi en Europe, il y a quand même aussi le surgissement, je ne dis pas de grands hommes, mais de personnalités qui tranchent quelque peu avec la médiocrité que nous avions mise en place depuis longtemps et dont Emmanuel Macron est là, le dernier visage français. Oui, je pense que là-dessus, Frédéric Sinclair est d'accord et on va s'arrêter là si vous le voulez bien, mais c'est toujours absolument passionnant et il faudrait qu'on se fasse un petit rendez-vous mensuel en fait avec tous les deux. C'est peut-être ce qu'il faut qu'on organise. Merci beaucoup Frédéric Sinclair. Je rappelle votre livre L'extrême droite expliqué à Marie Chantal aux éditions de la Nouvelle Librairie. Vous êtes écrivain, politicien, ancien conseiller du Premier ministre Dominique de Villepin. Merci à vous Guilain Benessa, avocat, docteur en droit et auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple aux éditions L'Artilleur, ou encore On marche sur la tête, toujours aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup à tous les deux, c'était absolument passionnant. Merci aussi pour ces axes de réflexion qui sont importants pour nous. Et puis c'est le coup de tocsin, amis. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques,
géopolitique et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.